Mickaël Nizard qui nous accompagne en ce début de semaine pour évoquer les enjeux des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois même sur les marchés. Mickaël qui est responsable de la gestion multi-asset et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour Mickaël. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. La politique prend évidemment une place importante au lendemain des résultats des élections européennes. Je le disais, avec une situation française spécifique qui trouble un petit peu les marchés et les investisseurs. Quand on regarde l'euro, quand on regarde le spread OAT-Bund, quand on regarde même l'indice CAC 40 en baisse de 2% par rapport aux autres indices européens. Quel est le rationnel de ces mouvements de marché et à quoi est-ce que les investisseurs réagissent spécifiquement ce matin, Mickaël ? Oui, effectivement, c'est quand même une vraie surprise. Toutes les décisions qui ont été prises effectivement hier par M. Macron. Globalement, en fait, quand on voit d'un point de vue investisseur, d'un point de vue financier, on voit que pour l'instant, finalement, la reconstitution de la prime de risque est relativement ténue. On a effectivement une réaction de marché, comme vous le disiez, sur le CAC 40. Quand on voit sur la partie prime de risque entre la dette allemande et la dette française, on a 5 points de base d'élargissement. Quand on regarde finalement les années 2017, notamment sur le risque justement qui était peut-être plus important, on voit pour l'instant que finalement la reconstitution de la prime de risque est relativement faible. Quand on regarde la partie euro-dollar, le taux de change euro contre toutes les devises baisse, mais très faiblement, de l'ordre de 0,4-0,5%. Ouais. Donc la vraie question, c'est de savoir si finalement la reconstitution de cette prime de risque peut continuer à se mettre en place. Pour nous, en fait, la réponse est oui. On pense en fait que pour l'instant, le risque n'est pas suffisamment bien intégré à la question justement de savoir si la France va rester gouvernable suite à la dissolution. On va vivre finalement des semaines entières d'incertitude sur cette question-là. Et donc, pour nous, il nous semble qu'en fait, la vraie question va se poser sur, d'abord, les taux d'intérêt, notamment tout ce qui est périphérique à l'Allemagne. Deuxièmement, sur la dette, le marché de la dette, notamment la dette crédit. Parce que si vous faites remonter le coût du capital, vous pouvez raisonnablement penser que finalement, il y a certains secteurs qui peuvent davantage souffrir d'un levier financier qui est plus élevé. On peut penser aux services collectifs, les utilities. On peut penser à l'immobilier. Donc, sur le court terme, on va dire sur le mois qui vient, on risque d'avoir un peu plus de volatilité réalisée et implicite sur les marchés actions. Après, sur le moyen terme, quand on regarde finalement le fait qu'on s'éloigne de plus en plus du risque de récession en Europe, en France, un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas, les nouvelles jusqu'ici, les nouvelles plutôt bonnes étaient devant nous. Donc, si on fait fi finalement de ce risque et de cette incertitude politique, sur le plan des fondamentaux, on va plutôt vers un mieux sur la conjoncture. Si on prend le référentiel devise et l'euro face au dollar, depuis une paire de mois maintenant, on avait plutôt un renforcement continu, progressif de l'euro contre dollar. Ça rebaisse un peu aujourd'hui, mais on n'efface pas non plus tout ce mouvement. Comme vous dites, derrière, on est toujours dans une séquence où la macroéconomie en Europe offre un certain nombre de surprises plus positives. Exactement. Donc, c'est-à-dire que finalement, on laisse derrière nous un vrai questionnement sur la microéconomie. Ouais, je comprends. Devant nous, on a peut-être un télescopage entre deux thématiques. La macro qui finalement montre qu'il y a certes un ralentissement, mais qu'il y a une vraie résilience au niveau de la conjoncture. Mais dans le même temps, on voit finalement survenir, notamment dans les pays émergents, on a eu un risque politique qui a été relativement important, mais qui est en ce moment digéré, notamment par l'élection de Modi en Inde. Ouais. On a eu le Mexique. Ouais. On a effectivement en Europe la France et le Royaume-Uni. Ouais. Et devant nous, on a surtout le risque qui n'est peut-être pas assez bien intégré, le risque Trump. Donc ce risque-là, c'est d'avoir finalement un taux d'intérêt, des taux réels et des taux nominaux qui peuvent rester relativement élevés, au moment où finalement les surprises sur l'inflation ne sont pas encore très très bonnes. On a un tassement des conditions d'emploi au niveau des États-Unis qui est relativement stable et donc qui peut justifier de garder des niveaux de taux encore un peu plus élevés que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Et donc vous avez ce glissement et ce duo entre risque politique et risque économique qui est devant nous. Ça veut dire, si on regarde la courbe obligataire, effectivement, on va avoir des forces en présence qui vont être un peu frictionnelles. D'un côté, la reconstitution de cette prime de terme liée aux incertitudes politiques. Tout à fait.
Et dans le même temps, la perspective quand même de quelques baisses de taux des banques centrales. Alors on peut parler du calendrier, BCE avant la Fed, etc. Mais qui auront peut-être un impact sur les taux courts, mais pas un impact aussi fort que ça sur la partie longue de la courbe. C'est ça qu'on peut imaginer. Exactement, Grégoire, vous touchez du doigt finalement un point central, c'est-à-dire le mouvement de courbe. En fait, on voit que depuis 2 mois à peu près, on a évité et on s'est éloigné vraiment du risque de remonter des taux supplémentaires sur les taux courts. On avait ce questionnement de savoir est-ce que finalement le 5,25 était le maximum sur les taux Fédéral Réserve ? Est-ce qu'on allait avoir la baisse des taux qui était anticipée au niveau de la Banque Centrale Européenne ? Aujourd'hui, on sait globalement que d'ici la fin d'année, on a un pivot qui s'est mis en place avec des baisses des taux qui devraient avoir lieu justement sur l'économie américaine, sur les taux directeurs américains. Donc le vrai sujet, c'est de savoir si finalement le flottement au niveau des taux ne va pas se faire sur la partie long terme. Quand on a un risque politique avec Trump qui peut justement amener une reflation, un risque de reflation comme celui qu'on avait vécu au début des années de l'année 2017, qui avait duré 6, 7, 8 mois, où les taux d'intérêt avaient fortement remonté. Dans le même temps, vous avez en Europe, effectivement, cette prime de risque qui est en train d'augmenter sur les pays périphériques à la zone... au cœur de la zone. Auto-allemand. Oui, auto-allemand. Voilà, auto-allemand. Donc, ce qui veut dire que, finalement, on a encore ce risque de repentification des courbes. Ah oui, j'entends. Qui ne sont pas positives. Hein. Qui n'est pas positive, en tout cas pour les secteurs défensifs. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, la courbe n'est pas encore positive. On est encore sur des courbes légèrement inversées ici et là. Hein. Et jamais dans l'histoire, je pense, on a vu pendant aussi longtemps une courbe inversée. Ouais. Donc ça a renvoyé le message qu'à un moment donné, on allait vivre un risque de récession, sauf qu'en fait, on est en train gentiment d'éluder, de déprobabiliser ce risque de récession, malgré ces niveaux de pente qui sont très, très inversés. Et donc, devant nous, on a malgré tout un risque politique qui fait encore pointer ce risque d'avoir des taux long terme qui peuvent rester hauts, voire même remonter un peu plus en relatif par rapport aux taux courts. Ouais. Et ça, vous disiez, Mickaël, ça va favoriser, ou en tout cas, ça va générer des rotations aussi. Ça aura un impact sur les marchés boursiers, sur les marchés actions, sur la dynamique sectorielle des marchés boursiers. Alors, déjà, par rapport à ce facteur taux, la première surprise, c'est que finalement, tout le secteur tech, notamment les tech 6, c'est-à-dire les méga caps, ont très très bien navigué avec des taux qui auraient pu les malmener. C'est des pertes de plus 20 pour les secteurs technologiques en Europe et aux États-Unis depuis le début de l'année. Déjà, ce secteur-là s'en sort très bien, malgré ce qu'on a vécu sur les taux, alors que historiquement, c'est quand les secteurs liés à la croissance sous-performent normalement quand les taux d'intérêt se tendent. Donc là, il y a une histoire indépendante. Il y a une histoire indépendante qui est liée effectivement à la thématique intelligence artificielle. Ensuite, quand vous regardez finalement la repentification des taux et ces taux qui ont eu tendance à remonter, ça a plutôt bénéficié au secteur cyclique, notamment les industriels, toute la partie minière, les financières, les capital goods. Et de l'autre côté, vous avez les secteurs défensifs qui ont eu tendance finalement à souffrir. Donc on a eu un re-rating, donc finalement une hausse assez forte des cours sur la partie cyclique, qui a très bien finalement salué le fait que la conjoncture tenait particulièrement bien avec une remontée des indicateurs de directeurs d'achat. Devant nous, qu'est-ce qu'on a ? Si les taux d'intérêt continuent de rester hauts, voire même de progresser avec une repentification, eh bien, ce sera encore les secteurs défensifs qui pourront être un petit peu plus malmenés parce que justement le coût du capital aura tendance à les pénaliser. La vraie question, c'est que finalement, les secteurs cycliques sont déjà historiquement revenus à des niveaux très élevés. Donc, si la conjoncture commençait à montrer un certain signe de ralentissement, alors on pourrait avoir un début de rotation sectorielle entre les secteurs cycliques à la faveur finalement des secteurs plus défensifs. Les comportements cycliques ont déjà bien anticipé. Il y a quelque chose peut-être d'un peu asymétrique aujourd'hui sur ces secteurs-là par rapport à des secteurs défensifs, effectivement, qui restent malmenés encore avec ces mouvements de courbe et ces mouvements de courbe de taux. Je redonne juste pour l'élection française, le spread OAT-Bund qu'on regarde, oui, on est peut-être à 55 plus aujourd'hui, l'écart entre le rendement de la dette française et le rendement de la dette allemande à 10 ans. Vous évoquiez les références électorales précédentes, 2017, les derniers sondages avant le premier tour font monter la probabilité d'un second tour Mélenchon-Marine Le Pen à l'époque, et c'est là où on a vu effectivement, alors la prime de risque française s'accroître par rapport à l'Allemagne, jusqu'à, j'ai revu tout à l'heure, 75 points de base. Voilà, ça a été la dernière référence d'un écartement du spread français sur des considérations politiques. Exactement. Sachant que là, si on se projette finalement après les élections, ce qu'on risque d'avoir, le facteur de risque positif finalement pour cette dette OAT, etc., c'est qu'on va vers
certainement plus de visibilité, puisqu'en fait, vous allez avoir un taux de participation qui aujourd'hui, dans les élections toutes récentes, quand on regarde 2017-2022, on a eu un taux de participation aux législatives qui était de l'ordre de 51-50, un taux d'abstention, de l'ordre de 52%. Si aujourd'hui, on va vers finalement un taux de participation qui va être beaucoup plus élevé, oui, on risque d'avoir de l'incertitude sur les prochaines semaines, mais me semble-t-il, ce n'est pas durable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va revenir, vu finalement le mécanisme de la Ve République, on va avoir quand même devant nous finalement une baisse plus tard en fait, de cette prime de risque, parce que finalement on va très rapidement retrouver de la visibilité sur la conduite, la gouvernance et la conduite de la politique du pays. Bon, le marché aussi. Alors bon, c'est vrai que la politique européenne, je me mets à la place d'un investisseur anglo-saxon ou d'un gérant de fonds de pension du fin fond du Texas ou de la Californie. Bon, il doit s'arracher les cheveux. Mais en Europe, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans le passé récent, on a vu des expériences de gouvernements menés par des droites populistes extrêmes. L'Italie, évidemment, a été très regardée de ce point de vue-là. Force est de constater que sur des métriques purement financières ou macroéconomiques, l'Italie de Meloni démérite pas par rapport à ce qu'on peut observer de l'historique italien ou ailleurs en Europe. Alors évidemment, il y a eu tout la traction amenée par Draghi, par les plans européens, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de rupture avec l'accession de Meloni et ce qu'elle représente en Italie au pouvoir. Tout à fait. Je dirais par rapport à ce point-là, le vrai point névralgique, c'est peut-on vivre une nouvelle fois un moment Truss ? Donc ce fameux gouvernement britannique qui avait cherché finalement à réduire finalement les impôts. Et donc les marchés s'étaient emparés de cette thématique en faisant remonter très fortement les taux gilt, donc les taux britanniques, et ça avait amené effectivement la démission de Truss. Ce qui a permis finalement au gouvernement Meloni de voir exactement cet épouvantail-là pour ne pas imiter, ne pas rentrer dans cette spirale de remontée des taux très très fort. Le laboratoire britannique, de ce point de vue-là, a été riche d'enseignements pour beaucoup de chancelleries, j'imagine, à travers l'Europe et la planète. Exactement. Et donc, il me semble que ce mécanisme-là peut agir encore comme un épouvantail pour envoyer un message finalement au potentiel gouvernement qui se formera à partir du 7 juillet sur la conduite finalement de la politique économique et de l'autre côté finalement du financement. Donc, si c'est bien ficelé, on a normalement une prime de risque qui devrait plutôt rebaisser. Mais c'est vraiment un point qu'on a déjà vécu qui permettra effectivement de chercher à s'en écarter pour les gouvernements de tout type. Pour conclure, Mickaël, là, quelle est la logique d'investissement qui prévaut à ce stade chez vous, chez Edmond de Rothschild Asset Management ? Écoutez, c'est assez simple. Depuis maintenant un peu plus de 2 mois, on a cherché à prendre le rebond des marchés. Donc on est passé positif sur les marchés actions. Sur les pays développés dans un premier temps, en attendant d'y voir plus clair sur l'imminence d'une baisse des taux pour ensuite s'intéresser aux pays émergents. Aujourd'hui, on est plutôt surpondéré sur la zone US, la zone européenne. Ça, c'est sur les actions. Je pense effectivement que jusqu'à la première baisse des taux de la Fédérale Réserve, il faudra rester plutôt pro-risque, constructif sur les marchés actions. Sur les taux d'intérêt, on a cherché à justement bénéficier de la phase de détente des taux, même si on n'a pas vu effectivement la révision des anticipations de baisse des taux depuis le début d'année. Néanmoins, on a plutôt eu tendance à prendre des profits sur la dette obligataire américaine. Aujourd'hui, quand on voit finalement les marchés de l'emploi bien nous en a pris, on a plutôt envie de rester plutôt neutre et d'attendre le moment de revenir surpondérer sur la dette au moment où on aura plus de visibilité sur le ralentissement. Bon, il y a un range sur le 10 ans américain, 4,30, 4,70. On est tombé dans le bas du range. C'était pas le moment d'être acheteur agressif de treasuries à ce moment-là. Merci beaucoup, Mickaël. Mickaël Bizard, responsable de la gestion multi-asset et overlay d'Edmond de Rothschild Asset Management.